Une question avant de poursuivre. Là. Avez-vous personnellement rencontré un jour l'émir Abdallah? Non, je le regrette car nous aurions peut-être pu disputer une partie d'échecs. Ah, parce que vous jouez. Je crois même n'être pas trop maladroit, mais il ne Ah, s'agit pas de moi. Si je n'ai pas rencontré Abdallah, c'est que nous, les Français, dans cette partie-là, nous étions hors course et que nous observions la situation de loin. De Beyrouth, par exemple, nous jouissions d'un poste d'observation particulièrement confortable. d'accord, alors reprenons maintenant votre récit. Bien volontiers. Pendant la Deuxième Guerre, vous savez ce qui se passe. Le grand mufti de Jérusalem fait carrément cause commune avec Hitler. Je crois même qu'ils se rend à Berlin. C'est juste. Et tout de suite après la guerre, la tension redouble en Palestine, où les Juifs, et parmi eux des survivants des camps de la mort, réclament la création d'un État hébreu, ce que l'administration anglaise ne semble guère décidée à leur donner, au moins dans un premier temps. Et Abdallah, lui, dans tout ça? D'abord à cause de son attitude loyale pendant la guerre, mais surtout parce que les Anglais se rendent compte qu'ils n'ont plus les moyens de se comporter comme les colonisateurs d'antan. Son royaume accède à la pleine indépendance. Une vraie indépendance? N'exagérons pas. Londres garde la main sur les finances et sur l'armée. Drôle d'indépendance, en effet. Ah, que voulez-vous? Les Anglais sont comme ça, ils veulent à tout prix continuer à contrôler la région. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais restons encore avec Abdallah. Il est très inquiet, Et pour quelle raison? parce qu'il ne veut à aucun prix de la création d'un État juif. De son point de vue, ça se comprend. Quand Oui, oui, mais ce n'est pas pour les raisons que vous supposez. Abdallah sait très bien que si les Juifs obtiennent la création d'un État, les Palestiniens risquent également d'obtenir le leur. C'est d'ailleurs ce que proposera la toute nouvelle organisation des Nations Unies. Or, ça contrarie l'émir de Transjordanie qui veut annexer la Palestine arabe à son royaume. J'ajoute qu'il y a une autre raison économique, celle-là, et aussi une raison religieuse. religieuse. Jérusalem. Ah ouais. Abdallah est un descendant du prophète. Sa famille s'est fait chasser de Médine et de la Mecque. Aussi, afin de légitimer son autorité religieuse, il veut récupérer Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam. Et vous pouvez parler aussi d'une raison économique. Abdallah désire que son pays conserve un accès à la Méditerranée afin de pouvoir exporter sa seule richesse, ses produits agricoles. Et son attitude par rapport aux sionistes? Avant-guerre, m'avez-vous dit, il discutait avec eux. Et en particulier avec Ben Gurion, oui. Et après-guerre, alors? Il continue. C'est logique. Après tout, leurs intérêts se rejoignent. Les Juifs non plus ne veulent pas d'un État palestinien. Ils vont nouer une sorte d'alliance secrète avec Abdallah pour faire échec à ce projet. Une alliance où vous exagérez peut-être un tout petit peu, non? Non, non, pas du tout. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est l'attitude de la Légion arabe de Gluck Pacha pendant la guerre avec les sionistes. La meilleure armée de la région, la mieux équipée aussi, ne brillera pas par ses faits d'armes. Mais elle sera beaucoup plus efficace lorsqu'il s'agira de conquérir ce que l'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie et la partie arabe de Jérusalem. Alors, d'après vous, là, c'est Abdallah, avec l'aide des Mais sionistes, bien sûr la complicité des Anglais. qui a liquidé donc, ce qui aurait dû être un État palestinien. Oui, un État qui aurait peut-être évité les convulsions de ce dernier demi-siècle et la clochardisation de tous ces Palestiniens chassés de chez eux et réduits à vivre dans des camps de réfugiés. Bon, revenons aux Anglais, alors. Les Anglais qui portent une lourde responsabilité dans tous ces événements et donc leurs conséquences actuelles. D'accord, mais qu'est-ce qui les fait agir? Le pétrole, je vais vous expliquer. Pour simplifier, disons qu'il y a le pétrole sterling et le pétrole dollar. C'est-à-dire le pétrole britannique et le pétrole américain. Le pétrole britannique contre le pétrole américain. Le premier se trouve en Irak et en Iran. Le deuxième se trouve en Arabie Saoudite. Et les deux, pour gagner l'Occident, doivent passer par le canal de Suez. Aucune difficulté pour le pétrole britannique, puisque ce sont les Anglais qui contrôlent le canal. Mais pour les Américains, ce n'est pas la même chose, car les droits de péage sont faramineux. Oui, mais ils peuvent toujours contourner l'Afrique en passant par le cap de Bonne-Espérance. Bien sûr, mais c'est coûteux. Et pour abaisser le prix du transport, il faudrait disposer de supertankers. Alors les Américains ont une autre idée, le pipeline. Mais un pipeline qui irait d'où à où, alors? D'Arabie Saoudite jusqu'en Méditerranée. Cela permettait de raccourcir le trajet du pétrole de presque 2 tiers. Et le pétrole dollar deviendrait soudain très concurrentiel, et même moins cher que le pétrole sterling. Cela, vous l'imaginez bien, la Grande-Bretagne ne peut pas l'accepter. Ouais, mais on a-t-elle les moyens de ne pas Oui, pas oui, vouloir oui, parce accepter? que le pipeline américain doit obligatoirement passer dans des États sous influence ou domination anglaise. C'est-à-dire... Bien la Transjordanie et la Palestine. ouais. Mais attendez, ce pipeline pourrait aussi passer plus au nord, en Syrie, par Oui, exemple. vous avez raison, vous allez voir ce qui va se passer. Ah ben, je vous écoute, alors. La Syrie est alors indépendante depuis l'éviction de la France, mais les Anglais veillent. Et en sous-main, ils se débrouillent pour soudoyer le nouveau pouvoir syrien. Et dissuader donc celui-ci de donner son accord à la pose du pipeline américain. Et évidemment, c'est fait de façon très habile, à l'arabe si je puis dire. Les négociations commencées en 1946 traînent, elles n'en finissent pas de traîner. Les Syriens ont toujours un nouvel argument pour s'opposer au pipeline. Un argument suggéré bien sûr par Londres. Et ça dure combien de temps tout ça? 3 ans.
Alors les Américains se fâchent. Et que font-ils là? Ce qu'ils font toujours dans ce genre de situation, ce qu'ils ont fait à Saint-Domingue, à Cuba ou au Chili. Ils interviennent militairement? Non, mais ils interviennent à leur façon en aidant au renversement du gouvernement en place en Syrie. Et en y plaçant un homme à eux. En tout cas, un homme proche des Saoudiens, ce qui est la même chose. Et celui-là, en l'occurrence, qui est-ce? Un général, Husni Zaim, un francophone qui, aussitôt au pouvoir, se donne le titre de maréchal. Écoutez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Exactement. C'est d'ailleurs un type capable, un laïc, désireux de transformer radicalement son pays et de le moderniser. Mais là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que 2 mois à peine après son arrivée à la tête de l'État, le maréchal Zaïm signe un document autorisant le passage du pipeline américain sur le territoire syrien. À partir de ce moment, vous l'imaginez bien, les Britanniques n'ont de cesse de le faire tomber et ils vont réussir de façon plutôt sanglante. Il est certain que les Israéliens et les Transjordaniens ont agi de concert pour dépecer la Palestine et empêcher toute création d'un État palestinien. Moshe Dayan a lui-même révélé qu'il avait négocié un accord secret avec Abdallah, accord qui prévoyait même que l'armée israélienne chasse les Égyptiens de Gaza sans que la Légion arabe n'intervienne. Dans un livre intitulé « Le sionisme contre Israël », publié aux éditions Maspero, Nathan Weinstock écrit ceci. « L'État juif est né, mais à quel prix ? Le peuple palestinien, victime des tractations engagées à son insu, y perd sa patrie, que s'approprient les ennemis amicaux, Abdallah et Ben Gourion, au mépris de ses droits élémentaires. La majorité des Palestiniens, expatriés et privés de moyens de subsistance, sont réduits à l'état de déclassés végétant dans la noire misère de ces camps entretenus par l'ONU. La minorité qui est restée dans son foyer forme en Israël une catégorie de citoyens de seconde zone aliénés sur leur propre terre natale. Dégradation atroce d'un peuple entier morcelé, bafoué, spolié et humilié au point de perdre jusqu'à sa dignité. L'idéal sioniste se réalise, ô ironie amère, au prix de la constitution d'une nation sans territoire. Ajoutons que l'union de la Cisjordanie et de la Transjordanie en un seul État, le royaume hachémite de Jordanie, intervient légalement en 1950. Le nouvel État, installé de part et d'autre du Jourdain, va alors compter une majorité écrasante de Palestiniens. Mais retrouvons M. X. Il évoquait la personnalité du maréchal syrien Zaïm, un chef d'État favorable aux Américains et aux Saoudiens, pour le plus grand des plaisirs des Anglais, concurrence pétrolière oblige. Zaïm dérange, donc il faut l'éliminer. Vous avez dit de façon sanglante. Oui, écoutez. Une nuit d'août 1949, 5 mois après le coup d'État de Zaïm, des voitures blindées s'arrêtent devant la résidence présidentielle à Damas. Des militaires, dont plusieurs officiers en descendent, armés de mitraillettes. Échange de coups de feu avec les gardes, puis les assaillants font irruption dans la chambre du maréchal Zaïm et l'abattent aussitôt. Et qui sont ces militaires Des félons, dirigés par le meilleur ami du maréchal, le colonel Enaoui. J'ajoute que le président du Conseil a subi aussi le même sort. Donc ce Zenaoui a pris le pouvoir. Naturellement. Et immédiatement, il a obtenu du Parlement que l'accord sur le pipeline ne soit pas ratifié. Ce qui prouve à l'évidence que ce nouveau coup d'État n'a été exécuté que pour réaliser cet objectif. Alors d'après vous, c'est Londres? Bien sûr. Le pétrole sterling gagne ainsi la 2e manche. Et Londres, aussitôt, essaie de consolider sa victoire. De quelle façon exactement? En ressuscitant l'idée de la Grande Syrie. C'est-à-dire l'union des pays arabes de la région. À l'exception de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, évidemment. Oui, ça devait faire plaisir à Abdallah, ça. Oui, puisque cette union devait se réaliser au sein d'un royaume dirigé par la dynastie hachémite. Qu'advient-il alors? Ce projet est freiné en coulisses par les Saoudiens, eux-mêmes activés par la diplomatie américaine. Et comme malgré tout la Grande Syrie risque de voir le jour, les États-Unis ripostent en finançant un nouveau coup d'État en Syrie. Et exit Enaoui. Oui, il est renversé par la force. Donc les Américains gagnent la belle, si j'ose dire. Et vous avez raison, car c'est ainsi qu'il faut voir les choses. La preuve, c'est que bientôt, en novembre 1950, je crois, le pipeline américano-saoudien entre en service. En peu de temps, la production de l'Aramco va quintupler. Le pétrole-dollar a définitivement triomphé. Mais est-ce que les Anglais... Pardon. Mais est-ce que les Anglais vont se résigner pour autant? Non, ça serait mal les connaître. Mais un peu partout dans ces pays arabes où ce rêveur ou cet apprenti sorcier de Laurence avait voulu édifier ces 7 piliers de la sagesse, les Britanniques subissaient les coups du nationalisme et du fanatisme religieux.
Et le seul pilier anglophile qui tenait encore debout en ce début des années 50, c'était la Jordanie, du roi Abdallah. Alors ce n'est pas du tout un hasard si on a fini par s'attaquer à lui et à l'éliminer lui aussi. Alors qui? Là, vous avez le choix. Expliquez. Les Palestiniens, proches du Mufti, ne lui avaient pas pardonné d'avoir torpillé la création d'un État palestinien. Oui. Les Égyptiens n'avaient pas digéré sa tentative de faire une grande Syrie sans eux et d'avoir pactisé avec les sionistes. Les Saoudiens étaient ses ennemis depuis toujours. Quant aux Américains, vous avez bien vu quel rôle ils ont joué pour détrôner le pétrole sterling. Et vous avez oublié les Israéliens. Et là, c'est plus compliqué quand même. Le gouvernement hébreu avait besoin d'Abdallah pour maintenir une certaine stabilité dans la région et contenir les Palestiniens. Mais les sionistes, encore plus irréductibles, en quelque sorte les pères des intégristes d'aujourd'hui, qui établissent de nouvelles colonies en Cisjordanie, considéraient que la Bible était une sorte d'acte de propriété et que toute la Palestine devait un jour ou l'autre devenir juive. Alors tout ça, n'est-ce pas, ça fait quand même beaucoup de monde. Oui, mais alors qui a réellement tenu la main des assassins quand même? Je ne sais pas vraiment, mais j'observe que les commanditaires de l'assassinat d'Abdallah savaient parfaitement que son successeur sur le trône, son fils Talal, était lui résolument anglophone. Alors les Américains encore. Pourquoi pas? Et les assassins eux-mêmes, enfin je veux dire les hommes de main. Des proches du grand mufti. Mais ces gens-là pouvaient avoir été manipulés par n'importe qui. Quand on veut assassiner quelqu'un, surtout dans ces pays, on trouve toujours des types suffisamment fanatisés pour effectuer la sale besogne. Des types à qui on se débrouille pour donner de bonnes raisons d'agir. Et comment ça s'est passé, très exactement? Ce jour-là, au mois de juillet 1951, Abdallah avait décidé de se rendre dans la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Et pourtant, il avait reçu de nombreuses mises en garde. Ouais. Des gens qui savaient qu'il était menacé. Oui, mais Abdallah n'a pas voulu en tenir compte. Et il a été abattu de plusieurs balles de revolver alors qu'il entrait dans l'édifice religieux. Donc son fils Talal, c'est ça l'anglophobe, lui a succédé? Bien sûr. Mais écoutez-moi bien. L'affaire est complexe et je suis à peu près sûr que les services anglais n'ont pas dû rester inactifs. Talal était malade. Quel genre de maladie? Officiellement, il souffrait de schizophrénie et passait la plupart de son temps à se faire soigner en Suisse. C'est un peu bizarre votre officiellement, là, non? Oui, car vous n'ignorez pas qu'on peut aussi rendre les gens malades. Vous pensez qu'on aurait sciemment provoqué la maladie de l'héritier d'Abdallah? Pourquoi pas? Son anglophobie étant patente, c'était tentant, non? Je crois que vous allez quand même un peu loin, là. Pas du tout. Je ne dis pas que Talal était un type mentalement très solide. Mais à mon avis, c'était facile d'accentuer son déséquilibre. Et d'ailleurs, il ne va pas rester longtemps au pouvoir. À cause de cette maladie? Évidemment. Une folie, provoquée ou pas, qui arrangeait bien les Anglais, je vous assure. Parce que d'emblée, Talal a montré qu'il n'entendait pas s'en laisser compter par la Grande-Bretagne. Qu'a-t-il fait? Eh bien, par exemple, à peine monté sur le trône, il a voulu démettre le célèbre Glub Pacha du commandement de la Légion arabe et dissoudre cette dernière. Totalement inacceptable pour Londres. Donc Talal, à son tour, va être écarté, mais comment va-t-il quitter le pouvoir, là? Le Parlement jordanien, arguant de son état mental, le démet et nomme à sa place son fils aîné, le jeune Hussein, qui, hasard sans doute, est très anglophile, comme sa mère d'ailleurs. C'est ce Hussein qui, à ma connaissance, règne toujours sur la Jordanie. Lui-même, le petit roi, comme on l'a appelé. Un type qui a une sacrée baraka, car il a échappé à plusieurs attentats, mais c'est une autre histoire. J'ai retrouvé un éditorial du Monde consacré à l'assassinat du roi Abdallah. J'en extrais ces quelques lignes. Le souverain hachémite est mort victime de ses illusions. Lui seul croyait encore que la réalisation d'un royaume hachémite raviverait un passé plein de gloire. Tout à ses chimères, il négligeait les fossés que constituaient des frontières tracées depuis 30 ans, ignorait par exemple la prodigieuse transformation subie par la Syrie depuis le jour où l'état-major anglo-hachémite caracolait en vainqueur dans les rues de Damas. Après la guerre de Palestine, on put croire un instant que son rêve allait se réaliser. Ses troupes avaient occupé la vieille ville de Jérusalem et dès 1948, il annexa la Palestine arabe à ses États. Ce jour-là, il signait son arrêt de mort. Pour ce qui touche une éventuelle responsabilité des sionistes dans la disparition d'Abdallah, il faut bien reconnaître que la conquête de toute la Palestine n'a vraiment jamais été absente de l'esprit des dirigeants israéliens. Ainsi, en 1950, alors même que des contacts secrets continuaient à exister entre Jordaniens et Israéliens, le ministre hébreu des Affaires étrangères déclarait que le sort de la Cisjordanie, annexée par Abdallah,
restait pour Israël une question ouverte.